Vous dites que le sport est le phénomène sociologique le plus important du XXe siècle. Et en même temps, ce qui pourrait paraître paradoxal, vous dites que le sport est un impensé, un incritiqué. Comment penser cela en même temps? Non seulement c'est un impensé et un incritiqué, mais c'est peut-être aussi presque un crime de critiquer le sport. C'est quelque chose qui vous classe du côté des mauvais, des méchants ou des grincheux, voire des anti-contemporains, des anti-modernes. Donc c'est un classement qui vous déclasse, de critiquer le sport. C'est un classement qui vous déclasse dans la société. Vous critiquez le sport, on ne comprend pas très bien. Qu'avez-vous à critiquer le sport? Donc c'est pas seulement un impensé, je crois que c'est aussi un tabou. C'est un impensé parce que c'est un tabou. Mais phénomène central, pas marginal, peut-être arrivera-t-il dans 3 siècles, 4 siècles, que les historiens de ce lointain futur appelleront notre époque le siècle ou les siècles du sport, comme on parle, ils appelleront les siècles du sport avec consternation, j'en suis persuadé, comme on parle du siècle des Lumières, du romantisme, voilà, c'est quand même le phénomène le plus... Mettons-nous sur une autre planète, mettons-nous sur Mars, regardons la Terre, et l'on voit toute la Terre s'amuser, faire des courses, s'amuser sérieusement, nous reviendrons là-dessus, faire des courses à pied, des courses de bicyclette, des jeux de ballon. Ce n'était pas le cas il y a 3 siècles, ce ne sera pas le cas probablement 3 siècles après. Imaginons une conversation au Café du Commerce en 1890. Aujourd'hui, aller au Café des Sports, au Café du Commerce, on va commenter les matchs de football, les arrivées du Tour de France, mais en 1890, non, on ne parlait pas de ça. Je crois que le destin de l'Europe, l'Europe devenant planète, ça passe par le sport. Et que, contrairement à ce qu'on dit en général, sur la mondialisation, dans la mesure où la Chine, probablement un jour l'Iran, les États du Golfe Persique, les États maghrébins ou africains entrent dans le système compétitif du sport spectacle, du sport de très haut niveau, ils entrent dans j'allais dire les valeurs, mais ce sont des anti-valeurs, voyons ce mot par commodité, dans les valeurs qui sont celles de l'Occident. Sans doute est-ce là le mauvais côté de l'Europe et le mauvais côté de l'Occident, c'est-à-dire le mauvais côté de ce qui a été libéré par la révolution des temps modernes à partir du XVIIe siècle. Descartes doit rendre comme maître et possesseur de la nature, mais surtout, ce qui est l'essence du capital, l'infinitisation, la haine de la limite. C'est cela que l'Europe a libéré, que l'État moderne ont libéré. Et c'est cela dont le sport est à la fois comme ça le catéchisme et la réalité vécue. Dans la mesure où les civilisations extra-européennes entrent dans le système sportif, elles adoptent à la longue ce que l'Europe a créé au moment de la révolution des temps modernes. Si vous voulez, ça peut être... l'Iran s'intéresse au football. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, vous me direz, ce sera une bonne nouvelle. Sait-on jamais. Mais quand l'Iran entrera dans le jeu de la compétition, Coupe du monde de football, etc., très sérieusement, et adoptera les, entre guillemets, valeurs sportives qui sont à l'origine des valeurs européennes modernes du XVIIe siècle, eh bien, l'Iran s'européanisera, s'occidentalisera. Je ne crois pas que nous assistons
à la défaite de l'Occident, mais, alors sans doute est-ce là pour le pire, avec le sport, la mondialisation du sport, nous assistons au triomphe de l'Occident par la conversion de toutes les autres aires civilisationnelles à ce que l'Occident a inventé au XVIIe, XVIIIe siècle avec la modernité. Il faut que le sport soit dérisoire. Parce que, bon, en fait, à quoi assistons-nous? Le sport, c'est central dans nos sociétés. D'abord, ce n'est pas un divertissement. Pourquoi ce n'est pas un divertissement? Parce que le sport dit à chacun de nous ce que nous devons être. Le sport rappelle à chaque instant, à chacun de nous, ce que c'est qu'un homme contemporain, à quoi il doit être ordonné, pourquoi il doit vivre. Alors la réponse, nous avons déjà parlé, c'est pour être compétitif, etc. Donc ce n'est pas un divertissement. Chez Pascal, le divertissement pascalien, c'est l'oubli au fond. C'est pour oublier sa condition. Donc c'est un éloignement de sa condition. Mais le sport, ce n'est pas pour oublier sa condition, c'est pour y ramener. Pour ramener à chaque instant à ceci, voilà ce que vous devez être. Bon, pour ça que j'ai parlé de la corde de la chèvre de M. Seguin. Bon, alors donc ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas dérisoire, c'est central. Or, à mes yeux, en effet, oui, sans doute au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, le sport c'était dérisoire. C'était dérisoire. Dans les journaux, il y avait quelques entrefilés sur les premiers résultats sportifs dans l'histoire du sport. Oui, dans certaines classes sociales, on regardait encore le sport de haut en estimant que c'était dérisoire. Mais je crois en même temps que si l'on regarde le sport comme quelque chose de dérisoire, on peut à la fois prendre du recul, le considérer dans sa vérité et le remettre à sa place. Il est délicat, difficile de dire que le sport soit un totalitarisme. Pourtant, il nous fait vivre dans un univers qui a quelque chose de totalitaire dans la mesure où on ne peut pas lui échapper. Vous ne pouvez pas ignorer qui est Lionel Messi ou qui est Lance Armstrong. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir sous les yeux des résultats de football ou d'hockey sur glace, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vivre sans que des gens autour de vous vous en parlent, ou sans que les métaphores sportives, sous la forme d'injonctions, vous atteignent dans la bouche d'hommes politiques, de chefs d'entreprise. En faisant mes courses récemment dans un supermarché, j'ai eu la chance de tomber sur un cadre qui parlait à ses chefs de rayon. Mais alors, comment leur parlait-il? Mais comme dans les vestiaires, parce que j'ai connu les vestiaires de football et de rugby, mais comme dans les vestiaires, l'entraîneur, le coach, comme on dit aujourd'hui, parle aux joueurs. On voit le débordement du modèle sportif dans tous les domaines de l'existence. Et alors que leur disait-il à ces vendeurs ce cadre? D'abord, c'était très sadique. Si vous n'atteignez pas tel chiffre, c'est fini pour vous. Je tendais l'oreille. Si vous n'atteignez pas tel chiffre, c'est fini pour vous. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous n'atteignez pas tel chiffre? Comment vous allez faire pour l'atteindre? Vous serez obligé d'être malhonnête. Vous serez obligé de tricher. Donc, c'est quand même une incitation à la malhonnêteté. Mais je réfléchis, dans les vestiaires, c'est exactement ce qui se passait. Hein, si vous voulez. Alors, je n'appelle pas ça totalitarisme, appelons ça plutôt vie totalitaire. Hein, pas totalitarisme parce qu'il n'y a pas un gouvernement quelque part qui impose, il n'y a pas des goulags pour ceux qui seraient rétifs au sport, bon, il n'y a pas
la police totalitaire, il n'y a pas l'armée totalitaire, mais il y a une ambiance, si vous voulez, totalitaire, où on pourrait le regarder d'une façon différente. Mais on pourrait dire que finalement, aujourd'hui, le sport structure les imaginaires comme au Moyen-Âge le faisait la religion. Voilà, qui était pas un totalitarisme. Enfin, la chrétienté médiévale, c'est pas un totalitarisme. Et puis le Moyen-Âge, c'est pas non plus ce qu'on en dit en général. Il y a des périodes de lumière, etc. Bon. Mais l'existence quotidienne était imprégnée de religion de la première à la dernière heure du jour. Voilà, structuration des imaginaires. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le sport joue ce rôle-là, structure les imaginaires. Ah, une grande différence, c'est que, alors que la religion est construit sens et transcendance, et ordonne l'existence de chacun à quelque chose qui le dépasse, et même à la longue durée, le sport structure l'imaginaire avec du vide. Finalement, quand certains auteurs disent que le sport c'est une néo-religion, il faut faire très attention. D'ailleurs, on peut dire journalistiquement que le sport, c'est de la religion, mais quand on analyse les choses avec un peu plus de finesse, il y a la différence entre le sens et le vide. C'est-à-dire entre ce que pouvait donner aux hommes du Moyen-Âge la religion, c'est-à-dire l'espérance, et ce que peut donner le sport, le spectacle sportif, rien. Donc c'était une phrase de Georges Canguilhem, le philosophe, qui disait « Une idéologie est une croyance qui lorgne du côté d'une science établie pour en accaparer le prestige ». Alors de quel côté de la science le sport lorgne-t-il? Bon, il y a un côté scientiste dans le sport. Voilà. Alors le côté scientiste, on le voit dans le fanatisme du médical, du physique aux sciences physiques, de la balistique, de la chimie qu'il y a dans la préparation des sportifs, et même le fanatisme de la psychologie, qui est dans la préparation des sportifs. Ça, c'est le scientisme. Le scientisme, on le voit aussi dans sa croyance aux chiffres, au classement, aux chiffres, au record. Des sportifs se différencient par rien. Un centième de seconde, le sport croit dans ce centième de seconde, mais ce centième de seconde, évidemment, il n'existe pas. Donc c'est un scientisme qui est, la croyance dans un objet scientifique inexistant. Donc je crois que le sport lorgne vers la science comme idéologie. On pourrait imaginer que le sport célèbre le triomphe du corps, alors que vous dites, ce qui est un paradoxe, que le sport repose sur la haine du corps. Haine absolue du corps. Que veut un sportif? C'est Tom Simpson que nous voyons, qui a poussé la haine du corps, de son propre corps jusqu'au trépas. Non mais que veut un sportif? Qu'est-ce que le corps pour un sportif? Alors, c'est la matière première. Bon, sauf que cette matière première, ce qui gêne beaucoup le sportif, elle est comme Descartes, comme le dit Descartes. Descartes, c'est pas le dualisme du corps et de l'âme, mais c'est le mélange du corps et de l'âme. Donc cette matière première, elle est mélangée avec une substance dont il faut absolument se débarrasser, une substance sans doute rétive,
rétive à l'usinage, la fabrication du corps comme machine à performance et machine à gagner. Alors, j'ai pris cette comparaison avec Descartes, mais on peut aussi le voir autrement. On peut dire, nous avons un corps qui est notre corps spontané. Alors, je ne veux pas dire notre corps authentique, notre corps spontané, qui est un corps faible. Et ce corps faible doit être détruit pour devenir un sportif. Vous voyez, le sportif, à chaque instant, doit faire attention à ce que le corps ne se révolte pas. Le corps spontané, je veux dire, à ce que le corps ne se comporte pas comme un émeutier, un anarchiste. Un mauvais cheval, vous dites. Le mauvais cheval d'un Platon, qui tirerait du mauvais sens ou qui aurait tout à coup des désirs. Et ce qu'il s'agit de fabriquer, c'est, je reprends une formule à Jean-François Lyotard, à qui je rends hommage là à l'instant même, c'est le corps maître. Le corps maître, alors qu'est-ce que ça veut dire maître? Bon, c'est-à-dire maîtrise, entièrement maîtrisé. Dominateur. Mais voilà, aussi dominateur. Donc contre le corps faible qui s'insurge, qui se révolte. Voilà, qui se révolte, qui se blesse. Hein, qui se blesse aux genoux, à l'épaule, au poignet pour les joueurs de tennis, qui a des désirs, qui a faim. Regardez cette image. Voilà. Cette image terrifiante de ces corps qui souffrent. Là, on voit le corps faible dominé, maîtrisé par le corps maître. Oui. Et donc cette entreprise de domestication, cette entreprise de maîtrise, c'est un processus à l'œuvre dans l'activité sportive. C'est le cœur de l'activité sportive. Vous ne pouvez pas devenir un sportif sans ça. Alors, vous ne pouvez pas devenir un sportif de haut niveau sans ce renoncement au corps, refus du corps, renoncement au corps, mais également, à un tout petit niveau, au niveau des sportifs du dimanche, c'est ce désir qui est à l'œuvre. Se construire un corps qui soit un corps maître. Et dans cette affaire, je crois que nous avons peur de nos corps. Alors c'est une peur différente de celle que l'on rencontre. Je suis un grand lecteur de Thérèse d'Avila. Donc, c'est très intéressant de croiser le rapport au corps de la mystique et du sport. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. C'est assez proche, paradoxalement. Quand on lit l'autobiographie merveilleuse de Sainte Thérèse d'Avila, dans ce livre, il est essentiellement question de son corps et de son âme. Même surtout de son corps. Bon. Et comment se débarrasser de son corps pour en avoir un autre qui permette l'envol de l'âme. Un corps transfiguré. Voilà. Il est important de faire souffrir son corps pour parvenir à autre chose. Bon, alors, ça n'est pas un corps maître que veut arriver la mystique, mais le mouvement est le même dans le sport pour arriver à un corps maître. Il est frappant de remarquer que les sportifs ne parlent jamais d'esprit ou d'âme, mais ils parlent, comme de plus en plus les coachs d'entreprise, de mental. Bon. Et de mental, évidemment, un mental de loser, non. Ça serait intéressant. Quelqu'un qui aimerait perdre, si, peut-être était-ce Poulidor. De mental de gagnant. Il y a la promotion permanente du mental de gagnant. Mais enfin, ce mental est finalement, par rapport à l'âme ou à l'esprit, ce qu'est le corps maître par rapport au corps faible.
sans faire de dualisme, par rapport au corps faible dont nous parlions tout à l'heure. Hein, ce mental travaille à empêcher que des éléments ou des forces psychiques viennent perturber l'attention vers la réussite ou vers la performance. Le mental, c'est l'âme transformée en muscle. Oui, c'est exactement cette chose. L'âme transformée en muscle, dire que la psychologie du sportif, ce qui séparait, paraît-il, d'après la philosophie, les hommes des animaux, l'esprit ou l'âme, donc que la psychologie des sportifs soit appauvrie au point que sa seule obsession, ce soit la victoire, le gain, la performance. Voilà. Alors, si cela ne concernait que le monde du sport, on pourrait croire à une aberration comique. Mais en fait, là encore, cela se diffuse dans toutes les autres activités. Ça devient un modèle. C'est un modèle. Dans l'entreprise, il faut avoir une mentalité de gagnant. Vous ne pouvez pas posséder, comme posséder vos ancêtres, un esprit ou une âme. Vous ne pouvez pas avoir la complexité humaine. C'est une guerre aussi. Ce mental, c'est une guerre contre la complexité humaine. C'est quelque chose de... ce n'est pas anodin du tout, ce triomphe du mental. Ce n'est pas anodin du tout, cette substitution du mot mental au mot âme et au mot esprit qui était traditionnel dans nos sociétés. Comment peut-on penser cet homme sans souci que nous promettrait au fond la société sportive dans son achèvement? Oui, c'est un homme très différent des formes anthropologiques précédentes, enfin, qui elles-mêmes ont été différentes depuis l'Antiquité grecque. Mais je crois que c'est le fond de la chose, c'est l'articulation de chacun d'entre nous avec quelque chose qui est soit du domaine de la longue durée, pour certains, soit du domaine de la transcendance, pour d'autres. Voilà. Le souci, c'est donc à la fois le souci pour soi, le souci pour autrui, mais finalement aussi pour le temps et pour l'histoire. Si bien, au contraire, l'homme sans souci, usiné par le sport et par les industries du divertissement, je peux citer Renaud Camus, il les appelle les industries de l'hébétude. C'est joli comme formule, une industrie de l'hébétude. L'homme qui ne penserait plus qu'à la fête, on ne peut pas ne pas penser à Homo Festivus. On pense à Homo Festivus, on pense à Philippe Muret. Alors on voit qu'on est avec ce type d'homme très très loin. Revenons à Lévi-Strauss, revenons à Pierre Clastres ou à Malinowski. On est très très loin de l'homme des origines, de l'homme primitif, qui lui est l'homme hanté par le souci, qui n'est pas du tout l'individu moderne. Alors, l'individu moderne ou Homo Festivus, c'est-à-dire l'homme dont tout l'imaginaire est articulé au cosmos, au rôle. C'est un imaginaire cosmique. L'individu moderne est plutôt acosmique. Bon, cela, tout le monde le sait. Et donc, il ne faut pas croire que cet Homo Festivus, cet homme sans souci dont je parle, que ce soit un retour à l'homme primitif, c'est exactement, hélas, le contraire. C'est une rupture avec l'homme. Et le message que je porte là est à la fois un message désabusé, assez triste, mais c'est aussi un message humaniste, c'est-à-dire un message de valorisation
de ce qu'a été l'homme jusqu'au type de société déshumanisante, négumanisante dans lequel nous sommes entrés et processus dans lequel le sport a une importance centrale. Oui, ce processus de déshumanisation, il est remarquable dans le caractère de plus en plus fragile de la séparation, au fond, du corps animal et du corps humain. Si on pose une distinction, comme le faisait d'ailleurs Heidegger, marquant très bien le fossé ontologique qui séparait le corps animal du corps humain, on pense à une réflexion d'Hannah Arendt lorsqu'elle parle de l'animal laborance et de l'homo faber, oui. Celui qui est pris dans le cycle et la répétition, et l'homo faber qui produit une œuvre. Oui, dans sa magnifique lettre sur l'humanisme, Heidegger dit que le corps humain, biologique, est quelque chose d'essentiellement autre qu'un corps animal. Voilà. Ça, c'est une formule très, très intéressante, qui signifie, au contraire de ce qu'ont pensé les philosophes jusqu'ici, ce qui distingue les hommes des bêtes, c'est l'âme ou c'est l'esprit. Non, dit Heidegger, c'est le corps. C'est le corps qui n'est pas le même, ce qui laisse entendre que, finalement, l'homme est peut-être le seul être à posséder ce qu'on appelle un corps. Que les animaux, bon, sont ce qu'ils sont, mais ne possèdent pas un corps. Elle est là, la grande idée de Heidegger. Or, nous vivons dans une époque comme ça, de telle confusion conceptuelle qu'on s'imagine que l'homme a une partie animale qu'est le corps. Voilà. Ou bien on s'imagine qu'il est tout animal. Je crois qu'avec Heidegger, et c'est quelque chose que favorise le sport. Le sport pousse dans cette direction-là. Donc je le trouve déshumanisant dans la mesure où il nie le fait que l'homme seul possède un corps. Ça, c'est la déshumanisation sportive. Vous dites que le sport, c'est l'anti-jeu et le jeu, c'est l'anti-sport. Voilà une formule qui peut faire du bruit. Oui, on peut faire une analogie entre le volcan et la lave et le jeu et le sport. Et le jeu, c'est ce qui est en dessous, ce qui menace d'éruption, donc ce qui finalement permet la vitalité, mais ce qu'il faut en même temps toujours contenir et sans doute toujours nier pour éviter l'explosion de l'institution. C'est-à-dire que si l'on veut jouer, il ne faut pas faire de sport. Et si l'on fait du sport, c'est que l'on ne veut plus jouer, que l'on refuse le jeu. Ça, c'est le cadre général. La vérité est plus nuancée. Pourquoi un sportif de haut niveau, soumis à des contraintes démentes, continue-t-il d'aimer un petit peu encore ce qu'il fait? C'est parce qu'il y a dessous cette lave. C'est parce que cette force du jeu est toujours présente. Ça signifie que le jeu est aussi le tabou du sport. C'est les deux, ça n'est l'énergie et le tabou. Bon, peut-être aussi comme la libido chez Freud. Je crois que le sport s'intègre parfaitement au culturel, mais qu'il y a une antinomie. Le sport comme ennemi de la culture. Oui, il y a une antinomie importante, non seulement entre le sport et la culture, mais je crois entre le monde dans lequel nous entrons et la culture. Ouvrez un journal ou regardez un journal télévisé. Une place incroyable est faite au sport, mais il n'est jamais question... Si nous intéressons à ça, nous connaissons tous des gens qui font civilisation, des poètes, des architectes, des dramaturges, dont sans doute le nom sera célèbre dans 3 siècles, est entièrement occulté aujourd'hui, et les vedettes du sport dont les noms remplissent les journaux
seront oubliés dans 50 ans ou dans 100 ans. Si vous voulez, donc, dans cette guerre du sport contre la culture, il y a un phénomène d'usurpation. Le sport prend la place. Il prend de plus en plus de place et donc il diminue comme ça la place de la culture. Voilà pourquoi la presse ne parle-t-elle pas, ou plus, puisqu'elle le faisait autrefois, des poètes. Pour reprendre une expression de Renaud Camus, serions-nous des inhéritiers? Vous parlez de tous ces héritages avec lesquels on rompt cette absence au fond de mémoire, de continuité. Et dans quelle mesure le sport ferait en particulier de nous des inhéritiers? D'abord parce que le sport, c'est le contraire, je crois, de l'histoire. Voilà. Nous avons parlé tout à l'heure d'interchangeabilité, peu importe qui a gagné et quand. C'est le contraire de l'histoire, c'est l'anecdote. Bon. Et l'importance prise par le sport dans nos sociétés, je crois qu'elle se fait... Bon, c'est le contraire de l'histoire, ça signifie... c'est l'articulation au temps court, l'être humain prisonnier de l'instant, qui est dans l'instant comme dans une cage et qui ne peut plus voir. Il y a eu beaucoup de critiques du présentisme, vous citiez Baudrillard par exemple, bon, et qui ne peut plus voir au-delà de cette cage. Le sport favorise cela. Au contraire, la culture était l'héritage dans la mesure où elle plaçait chaque être humain en face d'une longue durée, que ce soit celle de la littérature, de la philosophie, de la patrie, de la nation, de la famille. De la famille, et dans certaines familles, où on remonte jusqu'à Saint-Louis, quelque chose me frappe. Georges Politzer est mort au mois de mai 1942, au temps des cerises. Je dis au temps des cerises parce qu'il aimait la commune, les communards, fusillés par l'occupant allemand en entonnant la Marseillaise. Voilà. Donc lui, le philosophe révolutionnaire, communiste, a vraiment... Bon, et la Marseillaise, c'est la France. Donc il a articulé sa mort comme ça à une double très longue durée, c'est-à-dire mort pour la France, mais aussi mort pour certaines idées que la République représente. Je crois peut-être la génération de la Résistance a été la dernière génération à accepter de mourir en face de la longue durée, donc d'être articulée à ça. Et il me semble que la perte de la culture, c'est la perte de cette liberté-là, c'est-à-dire s'être échappé de la prison du présent.